Je vais vous parler de la guerre froide qui commence en réalité pendant la Seconde Guerre mondiale et en 1945 se tient la conférence de Yalta. Yalta, c'est une station balnéaire qui se trouve en Crimée et qui va réunir le président Roosevelt, Staline et Churchill, et pas De Gaulle. Et en réalité, cette conférence, elle a plutôt un sens symbolique. Il y a un livre qui s'appelle Yalta ou le partage du monde. En réalité, on ne s'est pas partagé le monde à Yalta. Le monde s'est partagé tout naturellement parce que les soviétiques ont avancé pour libérer les territoires occupés par les Allemands et pour libérer l'Allemagne elle-même du nazisme. Ne riez pas. Et ils se sont arrêtés là où ils ont avancé. Et de fait, ils ont fait leur jonction avec les Américains, donc le monde s'est partagé comme ça. Si les Russes avaient avancé moins loin, eh bien le partage aurait été différent. Et le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule et le pays est partagé en 4 zones d'occupation américaine, britannique, russe et française. Et Berlin, qui est la capitale, qui a été libérée par les soviétiques, est enclavée au milieu de la zone soviétique. Mais elle reste partagée, elle est occupée conjointement par les 4 alliés, donc américains, britanniques, français et soviétiques. Et tous les pays qui ont été libérés par l'Union soviétique passent sous son influence. Et notamment, par exemple, la Pologne, qui avait un gouvernement en exil à Londres. Ce gouvernement en exil à Londres n'est pas rentré en Pologne. C'est un comité pro-communiste qui était installé à Lublin, le comité de Lublin, qui a été soutenu par l'Union soviétique et qui est devenu le gouvernement polonais. Et le premier pays à reconnaître ce comité de Lublin, très curieusement, ça a été le général de Gaulle, alors que lui-même avait été en exil à Londres, et donc il a désavoué le gouvernement polonais en exil à Londres pour reconnaître le comité de Lublin, pour faire une petite fleur à l'Union soviétique, pour montrer qu'il était ni du côté américain ni du côté soviétique, mais qu'il était tellement immense qu'il pouvait arbitrer entre les deux. Et donc la guerre froide commence dès ce moment-là, ce qui explique par exemple que, on en a parlé, les Anglais n'ont pas dit aux soviétiques qu'ils avaient décrypté la machine Enigma. Ils l'ont gardé comme un secret parce qu'ils se sont dit c'est un secret désormais de guerre contre l'Union soviétique et non plus de guerre contre l'Allemagne. Et ce partage du monde, il va être de fait, et puis il va se fossiliser petit à petit. Alors au début, la guerre froide, c'est une sorte d'affrontement militaire indirect. D'abord, comme je vous l'ai expliqué, une des raisons pour lesquelles le président Truman, qui a succédé en 1945, peu avant entre Yalta et la capitulation de l'Allemagne à Roosevelt, dont il était vice-président, Truman a émis la doctrine du containment, de l'endiguement. C'est-à-dire qu'il fallait, les soviétiques s'étaient arrêtés, le communisme s'était arrêté à un certain endroit, il ne fallait pas qu'il aille plus loin, il fallait l'endiguer. Et une des raisons pour lesquelles Truman a fait lancer des bombes sur Hiroshima et Nagasaki, c'était moins pour faire capituler le Japon que pour avertir l'Union soviétique, de dire nous avons la bombe atomique, première chose. Deuxième chose, nous sommes prêts à nous en servir, et non seulement une fois, mais 2. Et de fait, si ces bombes n'avaient pas réellement été lancées, eh bien, l'équilibre de la terreur qui s'est instauré après aurait pu être plus facilement rompu. Il a failli l'être, mais il ne l'a pas été. Et donc, Churchill donne l'expression, un rideau de fer s'est abattu sur l'Europe. C'est-à-dire que petit à petit, les communications entre l'Est libéré par les Américains et les Britanniques, et l'Ouest libéré par les Américains et les Britanniques, et l'Est libéré par les Soviétiques, vont devenir de plus en plus difficiles. Donc Churchill va dire, un rideau de fer s'est abattu sur l'Europe. Et en 1948, je signale au passage qu'il n'y a pas eu de traité de paix. En 1945, l'Allemagne a capitulé sans condition et les Soviétiques, il n'y a jamais eu de traité de paix. Tout s'est fait de manière non officielle. Mais en 1948, les choses deviennent un petit peu plus officielles puisque la République démocratique d'Allemagne est fondée.
C'est-à-dire que là, c'est la partition officielle de l'Allemagne. Jusqu'à présent, c'était l'Allemagne. On ne savait pas trop ce que c'était, mais c'était l'Allemagne. Et c'est l'année aussi où les soviétiques essayent de faire tomber Berlin pour le faire entrer entièrement dans leur zone. Et les Américains organisent un pont aérien qui ravitaille Berlin pendant des semaines. Et les soviétiques finissent par renoncer et Berlin reste une ville partagée entre les alliés. En 1948 se constitue l'Alliance Atlantique, l'OTAN, qui va réunir donc tous les pays qui vont être opposés au communisme. Et donc ça, vous voyez qu'on est déjà complètement dans la guerre froide, c'est-à-dire que les anciens ennemis deviennent alliés et les anciens alliés deviennent ennemis, puisque l'Allemagne est un élément, ainsi que l'Italie, sont des éléments importants de l'OTAN. Et il y a des bases militaires en Allemagne, il y a des missiles nucléaires d'ailleurs, et des bases militaires en Italie, il y en a aussi en Espagne, etc., jusqu'en Turquie. Tout ça, c'est dans la logique de la guerre froide. Et en 1955 sera créé le pacte de Varsovie, qui sera fait pour donner l'impression qu'on est comme les alliés, comme le bloc de l'Ouest, qu'en fait on construit le pacte de Varsovie pour se défendre. En fait, il n'y en avait pas besoin tellement au départ, puisque les pays étaient de fait occupés par l'armée soviétique. Parce que vous voyez, quand on est en guerre, toute l'idée c'est de montrer que c'est l'autre qui nous agresse et qu'on n'est là que pour se défendre. La situation devient encore plus... vraiment, le monde est partagé en deux, parce que la Chine, en 1949, Mao est vainqueur de Chiang Kai-shek, qui était soutenu par les Américains, et le régime, la République populaire de Chine, est proclamée, et donc vous avez une énorme partie du monde, notamment de l'Asie bien sûr, qui est sous l'emprise du communisme. Et donc la doctrine de l'endiguement, du containment qui est prônée par Truman, va se caractériser par la guerre de Corée qui va être menée sous l'égide de l'ONU et qui va aboutir au partage du pays en deux, qui existe toujours aujourd'hui. Une partie sud qui est capitaliste, entre guillemets, c'est-à-dire libre, et l'autre qui est communiste. Il y a un événement qui se produit au milieu de cette première partie de la guerre froide qui va durer jusqu'au début des années 60, qui est la partie la plus tendue, c'est la mort de Staline, qui va être l'occasion d'une énorme opération de propagande, ça va être la déstalinisation, c'est-à-dire que toute l'idée, ça va être de dire, eh bien, le communisme c'est très bien, mais Staline l'avait dévoyé, c'est pour ça qu'il avait fait les procès de Moscou, etc., le goulag, tout ça c'est fini, en fait on est gentil, tout va aller bien maintenant. Bien entendu, on a libéré un certain nombre de personnes des camps, c'est l'époque où d'ailleurs paraît l'archipel du Goulag de Solzhenitsyn, qui avait été interdit auparavant. Solzhenitsyn est libéré, mais il ne s'y trompe pas, il émigre aux États-Unis. Et donc c'est Khrouchtchev, Nikita Khrouchtchev, qui succède à Staline et qui lance donc la déstalinisation à l'occasion du 20e congrès du Parti communiste d'Union soviétique. Mais en réalité, ça ne change pas grand-chose, comme on va le voir bientôt. Et dans cette politique d'affrontement des blocs, comme il y a la menace nucléaire, eh bien on ne s'affronte pas de préférence directement. Donc c'est toujours par personne interposée. La Corée du Nord, elle était soutenue par la Chine. Le Vietnam va être soutenu aussi par la Chine, par l'Union soviétique. Donc en fait, c'est par personne interposée que l'Union soviétique et les États-Unis vont s'affronter. Et ça va être le cas notamment au Vietnam, parce que le Vietnam, la guerre d'Indochine, commence dès 1946 comme une guerre coloniale, mais en fait, de plus en plus, comme Ho Chi Minh est soutenu et armé par la Chine et la Russie, eh bien, c'est en fait une guerre qui devient vite un élément de la guerre froide, ce qui explique que quand les Français vont quitter l'Indochine, eh bien, ce sont les Américains qui vont prendre le relais pour soutenir le Vietnam du Sud. Et donc, 1954, c'est la défaite de Dien Bien Phu et le départ des Français, et ça va recommencer par la suite. Alors, il y a d'autres éléments qui s'insèrent dans la guerre froide, mais je me contente dans cette partie des éléments les plus militaires. Et la situation va atteindre le point culminant. En 1962, il va y avoir une tentative, il va y avoir une révolution à Cuba,
celle de Fidel Castro, et les Américains vont soutenir des opposants cubains qui souhaitent déboulonner ce régime communiste et va organiser une expédition qu'on appelle le débarquement de la baie des Cochons, et qui va être un désastre. Et en même temps va se déclencher la crise des missiles de Cuba, c'est-à-dire que Khrouchtchev va essayer d'installer des missiles à Cuba, c'est-à-dire juste en face de la côte américaine. Ça va être repéré par les avions espions américains, et les Américains, c'est-à-dire à l'époque c'est le président Kennedy, hein, vous avez eu Truman, qui est le concepteur de la doctrine de l'endettement, containment. Ensuite, vous avez en 1953, lui succède Eisenhower, qui va faire la même chose, mais il appelle ça autrement, c'est la théorie de domino. Il dit qu'il faut empêcher un pays nouveau de devenir communiste, parce que chaque fois qu'il y en a un nouveau, le voisin est contaminé. Donc c'est la théorie du domino. Et Kennedy, je pense, est considéré comme Khrouchtchev comme plus faible. Eisenhower, c'était un ancien général. Et donc, Khrouchtchev va essayer d'installer des missiles sous le nez des États-Unis. Et Kennedy va menacer l'Union soviétique de frappe nucléaire, et il va tellement bien les menacer que les B-52 vont être envoyés, ils sont en vol en direction de l'Union soviétique, quand au dernier moment, Khrouchtchev et Kennedy se parlent au téléphone, et Khrouchtchev accepte de retirer les missiles de Cuba, et les B-52 chargés de bombes atomiques font demi-tour. C'était à quelques heures près la guerre nucléaire. Mais après cette expérience, va commencer une nouvelle période, qui va être la deuxième période de la guerre froide, qui va être la détente. À partir de 1963, on va commencer à négocier des accords de désarmement, hein, qui vont aboutir en 1969. On va commencer à négocier les accords SALT, qui sont des accords de désarmement. Il y en aura deux, un en 1972, un en 1969, on maintient l'équilibre de la terreur, c'est-à-dire qu'on dit, bon, on a de quoi détruire l'ennemi plusieurs fois, donc on s'arrête là, on n'en fait pas plus. Et il y a des accords aussi contre la prolifération nucléaire pour éviter que trop de pays aient la bombe, qui vont marcher plus ou moins bien. Mais enfin, qui sont toujours en vigueur, hein, c'est ce qui explique qu'on essaye d'empêcher l'Iran d'avoir la bombe atomique. La guerre se poursuit toujours malgré la détente, mais toujours par personne interposée. Donc en 1965, le président Johnson commence à envoyer massivement des troupes américaines au Vietnam. Et en 1968, va se déclencher la grande offensive du Vietnam du Nord contre le Vietnam du Sud, qu'on appelle l'offensive du Tet. Le Tet, c'est une grande fête religieuse vietnamienne, et qui va relancer la guerre du Vietnam, et qui va durer jusqu'en 1975, et va se solder par le départ un peu humiliant des Américains. Et donc c'est l'époque où on commence à se dire, les Américains ils sont un peu foutus. Hein, finalement, c'est l'Union soviétique qui va gagner. Il y a énormément de pays du tiers-monde qui se sont rattachés à l'Union soviétique, plus ou moins clairement, parce qu'il y en a aussi qui jouent un peu double jeu et qui profitent de rester, c'est ce qu'on appelle le mouvement des non-alignés. Je vous en parlerai à propos de la décolonisation. Comme l'Inde, qui sont un peu entre les deux, ils prennent, comme ça leur permet de se faire soutenir par les deux. Mais en 1975, cette humiliation des Américains, qui se couple avec une crise morale intérieure, au bout du compte, va les faire apparaître comme très faibles. Et ça va être confirmé en 1979 par deux événements. D'une part, l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique. L'Union soviétique se sent assez forte, et elle envahit l'Afghanistan, c'est-à-dire qu'elle va être porte de l'Inde. L'Afghanistan est limitrophe du Pakistan, de l'Inde, etc. C'est un pays de montagne très, très sauvage, qui n'a pas de grand intérêt apparent, mais c'est sa situation sur la carte qui le rend très, très important. Mais il s'avérera que l'Afghanistan sera le Vietnam des soviétiques, si on peut dire. Et les opposants vont être armés par les Américains, et notamment le commandant Massoud, les Moudjahidines. Et en réalité, du coup, on est déjà dans la transition avec la période qui va suivre la guerre froide, c'est-à-dire que c'est le début du djihadisme, qui va être commencé en fait contre les soviétiques et continuer ensuite contre les Américains. 1979, c'est aussi la révolution islamique en Iran. Et les Iraniens vont avoir pour ennemi juré le grand Satan, c'est-à-dire les États-Unis. Il va y avoir l'affaire humiliante de la prise d'otage de l'ambassade américaine,
Il va y avoir ensuite une tentative pour les libérer qui va échouer lamentablement. On est sous à ce moment-là, c'est le président Carter qui est un démocrate et qui est au pouvoir, qui va paraître comme très faible. Lui, il veut beaucoup négocier, mais il y a beaucoup de défaites diplomatiques et des défaites sur le terrain. Donc les États-Unis paraissent en posture faible. Jusqu'au moment où l'année 1980 va être un peu un tournant parce que il va y avoir la résistance polonaise qui va commencer avec Jaruzelski, avec Lech Walesa, qui est un syndicaliste, et qui va aboutir, qui va s'opposer à Jaruzelski, qui va être le dictateur mis en place par les soviétiques. Et cette contestation, elle va commencer au moment où, à la veille du moment où va être élu le président Reagan en 1980, et son slogan c'est America is back. Et Reagan, c'est un fiefé anticommuniste, et donc il veut gagner la guerre froide. Et comment il fait pour gagner la guerre froide? Eh bien, il profite du fait qu'à la longue, le système soviétique est de plus en plus à bout de souffle du point de vue économique. Il est capable de faire des grandes choses du point de vue militaire, du point de vue économique, il est à bout de souffle. Et du coup, il lance la guerre des étoiles, qui est un programme pour arriver à détruire par des satellites les missiles soviétiques qui seraient en route vers les États-Unis. Ce qui veut dire que les États-Unis ne seraient plus sous la menace nucléaire de l'Union soviétique. Et donc l'équilibre de la terreur serait rompu, et donc ce serait une défaite majeure, et même la défaite complète de l'Union soviétique. Et tout ça va aboutir à, donc c'est ce qu'en 1983, Reagan lance l'initiative de défense stratégique qu'on appelle la guerre des étoiles, donc, que je viens de vous expliquer. Et de fil en aiguille arrive au pouvoir en 1993 Mikhail Gorbatchev, et Mikhail Gorbatchev, il essaye de réformer tout en sauvant le système, et il lance ce qu'on appelle la perestroïka et la glasnost. Alors la perestroïka, c'est une tentative de réforme intérieure du système, et la glasnost, c'est une opération de propagande à l'égard de l'étranger. Glasnost, on a traduit ça souvent par transparence, en réalité ça se traduirait plutôt par publicité. Donc il essaye de deux moyens de sauver le régime soviétique, mais qui en fait va s'effondrer tout doucement, et je pense en grande partie grâce à Mikhail Gorbatchev, sans diffusion de sang. Et c'est en 1989 que la guerre froide commence à se terminer, c'est que les soldats hongrois coupent les fils de fer barbelés qui séparent la frontière hongroise, la Hongrie de l'Autriche, et les Hongrois peuvent entrer en Autriche, et les Autrichiens pénétrer en Hongrie. Le rideau de fer est ouvert. Et ça va se continuer de pays en pays jusqu'à la destruction du mur de Berlin, toujours en 1989. Hein, tout le monde se demandait qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que les soviétiques vont intervenir? Non, ils n'ont pas intervenu. Et tout ça s'est fait sans effusion de sang. En 1990, l'Allemagne était réunifiée. Et en 1991, l'Union soviétique était remplacée par la communauté des États indépendants qui rassemble les anciennes républiques soviétiques prétendument indépendantes, qui deviennent vraiment indépendantes, et tellement indépendantes qu'elles vont toutes peu à peu quitter la Syrie, au point que les pays baltes, par exemple, font désormais partie de la communauté européenne. Et que les deux autres républiques, donc Kazakhstan, Ouzbékistan, tout ce que vous voulez, ainsi que l'Ukraine, sont devenus indépendants. Et voilà comment se termine la guerre froide.